Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Rwanda. Le dossier du jour sera consacré à l'évolution numérique dans le pays. Au sommaire également de cette émission, réunion sur l'ancienne rébellion M23 en République démocratique du Congo. Une réunion qui a décidé du rapatriement des membres de la rébellion réfugiés en Ouganda et au Rwanda au plus tard au 18 août. On parlera Rwanda en première partie également puisqu'un parti d'opposition a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contrer toute modification du texte fondamental par la majorité. En Algérie, la situation à Ghardaya s'empire. En 2 jours, 22 personnes ont été tuées. Les affrontements communautaires ont repris de plus belle depuis le début du mois de juillet. Et puis nous ferons un point sur les moyens de financer le développement du continent, un thème qui sera à l'ordre du jour d'un sommet organisé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, à partir du 13 juillet. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes. Malik Hacher, Malik, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Gratien Rokindikiza, Gratien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. En République démocratique du Congo, le processus de rapatriement des membres de l'ancienne rébellion M23 a été au centre des discussions ce mardi à Kinshasa dans le cadre d'une réunion de la communauté internationale de la région des Grands Lacs. La rencontre a décidé du rapatriement de tous les ex-combattants au plus tard le 18 août. On fait le point avec ce sujet de Jacques Amboka. Les ambassadeurs de la communauté internationale de région des Grands Lacs, les représentants du gouvernement congolais et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU se sont réunis ce mardi 7 juillet à Kinshasa. Objectif de la rencontre, accélérer le processus du rapatriement des éléments de l'ex-mouvement rebelle M23, réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Cependant, le processus se fait face à l'absence des représentants de M23 à la table des négociations. On va continuer de faire des efforts comme secrétariat pour que les gens de M23 se sentent responsables et viennent ce soir dans la réunion pour discuter des choses qui concernent eux comme ex-combattants et pour la paix de la RDC. Ils sont environ 2000 combattants de l'ex-mouvement rebelle et réfugiés au Rwanda et en Ouganda. La déclaration de Nairobi sur la question avait décidé de leur rapatriement en RDC. Lors de la dernière rencontre de la CIRGL tenue à Luanda en Angola le 18 mai dernier, la date limite de leur rapatriement avait été fixée au plus tard au 18 août. Nous avons donc démontré que la République démocratique du Congo a accompli ce qui lui incombait comme tâche. Ce qui reste, ce sont des tâches communes qui nécessitaient qu'il y ait une coopération des anciens rebelles au sens des ex-M23. Depuis la fin de la guerre, seuls 182 combattants ont été rapatriés. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, toutes les conditions sont réunies pour la réintégration dans la société de ces combattants, d'autant plus qu'une amnistie leur a déjà été accordée. Par conséquent, selon les autorités de Kinshasa, ceux qui n'accepteront pas de regagner le pays d'ici le 18 août prochain seront tout simplement considérés comme étrangers sous le sol congolais. Gratien, on négocie sur le processus de rapatriement des anciens membres de la rébellion, du mouvement du 23 mars, mais sans les principaux intéressés, puisque je rappelle, les anciens membres du M23 n'étaient pas présents à la table des négociations. Ça paraît quand même compliqué. Ça paraît compliqué, mais il faut dire qu'il y a ceux qui les hébergent, il y a l'Ouganda et le Rwanda. Du moment où le Rwanda et l'Ouganda négocient, parce qu'il faut savoir que M23 avait, je dirais, des soutiens au niveau de l'extérieur, ce qui fait qu'ils ont pu aussi se replier vers ces pays, surtout en Ouganda avec des armes. Donc, même s'ils ne sont pas présents, je pense qu'ils ont déjà négocié, ils ont déjà discuté avec ceux... Donc pour vous, les porte-paroles des membres du M23 sont les représentants du Rwanda et de l'Ouganda? Non, je ne dirais pas ça. Mais je peux dire qu'avant d'aller dans ces négociations, ils se sont parlé. Ils savent réellement ce qu'ils veulent. Il y a des limites au niveau des négociations. Je pense que le fait qu'ils ne soient pas présents, ça ne peut pas empêcher qu'il y ait des résultats tangibles
qui pousse le M23 à accepter de rentrer. Parce qu'il faut reconnaître qu'il faut aussi qu'il y ait des mesures de sécurité. Quand on a pris les armes, on ne peut pas se balader, se promener tranquillement sans que dans la zone vraiment... Alors justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les anciens membres de cette rébellion, qui sont donc réfugiés en Ouganda et au Rwanda, à revenir en République démocratique du Congo, puisque selon la déclaration de Nairobi, il y a un processus de DDR qui a été mis en place et il y a même un projet d'amnistie qui leur a été accordé. Alors de quoi ils ont peur? Oui, un projet d'amnistie, à un certain moment, il y a eu beaucoup de couacs au niveau de la République démocratique du Congo, notamment au niveau de l'amnistie des chefs du M23, parce qu'on parlait des autres, sauf quelques chefs. Alors, les chefs ne pouvaient pas libérer les autres membres en disant nous restons ensemble ou nous partons en même temps. Mais il faut dire qu'au niveau de la sous-région, surtout dans le Kivu, parce que le M23, les membres du M23 sont surtout du Kivu Sud et Nord. Or, c'est une région où il y a une rébellion, notamment des FDLR, les miliciens rwandais. Donc, il y a aussi des mécanismes de protection et de rassurer aussi ces populations, parce qu'à un certain moment, la MONUSCO devait combattre les FDLR qui se trouvent au Congo, en RD Congo, mais en réalité, il n'y a pas eu ces combats. Je ne suis pas sûr si ce point-là pourrait vraiment les rassurer, à moins qu'il y ait, éventuellement, on peut s'imaginer qu'il y ait un mécanisme des pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, puissent envoyer des observateurs au niveau de la sécurité, aussi des mécanismes qui sont en place pour sécuriser la zone. Alors Malik, on ne sait pas qui croire, parce qu'on a d'un côté le gouvernement congolais qui affirme avoir tenu tous ses engagements concernant les déclarations de Nairobi, oui. Mais on a de l'autre côté les rebelles du M23 qui ont peur de rentrer parce que justement ils craignent que le gouvernement congolais ne respecte pas les engagements. Qui croire? Si on s'en tient à la dernière conférence qui a eu lieu à Luanda, on peut croire que la RDC fait le maximum pour apaiser les esprits et pour mettre fin au conflit. Là, Gratien l'a rappelé, et vous l'avez rappelé vous-même, il y a une absence de chef pour représenter le M23. Il y en avait un, mais il a démissionné. Donc c'est difficile de mener des négociations avec le M23 quand vous n'avez pas de représentant. Moi, je pense que la RDC a fait montre de volonté pour mettre fin à ce conflit. Maintenant, Gratien l'a souligné, il y a d'autres États, je pense qu'ils ont une certaine influence encore, malgré que le conflit est terminé. Enfin, parce que le M23 a été dissous. Hein. Oui, le M23 il a été dissous, mais il est encore présent dans son organisation parce que des membres sont encore nombreux au Rwanda et en Ouganda. On parle d'environ 1000 personnes qui apparteneraient encore à ce mouvement-là. Maintenant, je pense que les pays de la région doivent faire un effort, notamment le Rwanda qui était absent lors de la dernière conférence qui a eu lieu à Luanda. Alors, Gratien, un rapatriement au plus tard au 18 août, ce sont les conclusions de la dernière réunion qui a eu lieu à Kinshasa, la capitale congolaise. Qu'est-ce qui va se passer si les rebelles du M23 ne se sont pas rendus à cette date-là? Si les rebelles du M23 n'acceptaient pas de rentrer au-delà de cette date, c'est-à-dire qu'ils ne se considèrent plus déjà comme réfugiés ou comme étant d'un mouvement qui s'est battu en RD Congo, c'est-à-dire que là où ils se trouvent, soit ils vont acquérir des nationalités, soit ils vont rester en tant que citoyens, tout simple, sans avoir, disons, le statut de réfugié en tant que tel, parce qu'ils ont été amnistiés. Il n'y a plus des poursuites contre ces gens. Donc c'est un choix à faire. Éventuellement, il peut y avoir des pays qui peuvent opter pour que ces gens aient les nationalités localement, mais il y a toujours un danger. Ça voudrait dire que, c'est bien dans le Kivu, il y a toujours des tensions oui, ethniques. C'est une base. Hein. Oui, c'est une base, c'est un vivier, donc il pourrait y avoir un autre conflit. Et souvent, on les voit, ils sont regroupés, ils sont pas dispersés dans tout l'Ouganda ou dans tout le Rwanda, c'est-à-dire ils sont regroupés. C'est encore des bataillons, des régiments qui peuvent se reconstituer facilement. Ils sont encore armés en plus. D'où l'instabilité de la sous-région. Malik? Il fallait noter aussi que l'Ouganda avait même menacé d'accorder l'asile politique aux membres du M23, donc d'où l'implication nécessaire de ces pays-là qui ne jouent pas forcément le jeu aussi pour apaiser les esprits, parce que l'Ouganda a souvent été en retrait des négociations, alors que normalement il est pleinement dedans. Il doit être pleinement dans ces négociations. Ces négociations elles doivent être menées par la RDC, par l'Ouganda et par le Rwanda. Je pense que même sous l'égide de la communauté internationale, il faut vraiment que ces pays arrivent à trouver un terrain d'entente, sinon on n'arrivera pas à gérer cette situation.
Et au Rwanda, d'ailleurs, le Parti démocratique vert s'oppose à une réforme de la Constitution, une réforme qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat, puisque, rappelons-le, il serait des millions de Rwandais à travers le pays à avoir signé une pétition en faveur, justement, de cette réforme constitutionnelle. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. Le Parti démocratique vert contre un troisième mandat du président Paul Kagame. Le parti d'opposition a présenté ce mercredi un recours contre un projet de modification de la loi 101 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le projet serait à l'initiative d'une pétition signée par 6 millions d'électeurs rwandais pour la révision de la loi afin de permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2017. Cette pétition concernant le fait que Kagame devrait se représenter pour le troisième mandat, bien évidemment tout ça pour nous dans l'opposition, c'est une mascarade. En fait, c'est le FPR lui-même, le parti du président, qui organise tout ça. C'est le FPR qui demande à ses branches dans les différentes parties du pays, bon, vous dites aux représentants de ces populations locaux, vous faites signer les gens, et puis comme ça, l'opinion internationale verra que, en fait, c'est M. Kagame qui est capable de le diriger. Ce n'est pas la population qui s'exprime, c'est M. Kagame et son FPR qui s'expriment en utilisant ces personnes d'une façon sournoise. Mercredi 8 juillet, le parti d'opposition s'est plaint de sa difficulté à trouver un avocat pour plaider le blocage d'une éventuelle réforme de la Constitution rwandaise. Déjà 5 avocats ont refusé de porter le dossier. Les observateurs y voient la main du parti au pouvoir. De son côté, le président du Rwanda s'oppose, lui aussi, à un éventuel troisième mandat, mais se dit prêt à se laisser convaincre. Cette pétition par le Parti vert pour s'opposer au troisième mandat, je félicite beaucoup ce parti. Il a fait preuve de beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident dans un pays où l'opposition est muselée, mais tout de même, ce serait une occasion pour nous autres de l'opposition qui sont à l'extérieur de faire comprendre aux pays qui soutiennent le Rwanda, aux pays de la région, que M. Kagame, le troisième mandat qu'il veut concourir, maintenant, il est contesté et c'est passé par un jugement. Mais, tel que je le connais, je suis pessimiste. Le parti d'opposition s'est déjà prononcé pour une réduction du mandat présidentiel à un quinquennat, en lieu et place d'un septennat actuel. L'avocat représentant le parti étant absent à l'audience du 8 juillet 2015, la séance a été ajournée au 29 juillet 2015. Et notre éditorialiste Samuel Gabok nous a rejoint. Samuel, bienvenue. Merci Amira, bonsoir. Alors, Gratien, on en a parlé de cette polémique, de l'éventuelle réforme constitutionnelle au Rwanda. On n'avait pas évoqué justement ce recours déposé par le parti des écologistes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le conflit est ouvert entre la majorité et l'opposition ? Je dirais que le conflit n'est pas encore ouvert parce qu'il s'agit d'un recours contre quelque chose qui n'est pas encore qui n'a pas encore existé en tant que tel. Il y a des signatures qui ont été récoltées, déposées à l'Assemblée nationale, environ dans les plus de 3 millions. Il faut savoir que le président Kagame, comme on le dit, il dit que lui, il a fait 2 mandats, mais il se dit, comme les autres, son entourage essaie de le convaincre, il dit, essayez de me convaincre pour donnez-moi des raisons pour que j'y aille. Donc on ne sait pas si finalement si c'est un jeu ou pas, mais en réalité, le recours en soi, porter plainte contre quelque chose qui est en cours, même juridiquement, il faut que l'acte soit déjà consommé pour que ça soit jugé juridiquement. Donc, parce que c'est contre une éventualité. C'est une éventualité, donc on ne peut pas empêcher, je pense qu'on ne peut pas empêcher le cours de l'histoire. Il y aura au moins, éventuellement, ils peuvent porter plainte au moment où il reste à valider, par exemple, par l'Assemblée nationale. Alors Samuel, 5 avocats ont refusé de se saisir de ce dossier. L'avocat qui a finalement accepté ne s'est pas présenté à l'audience. Comment interpréter ces événements ? Oui, il est difficile d'interpréter ce désistement quand on n'a pas la maîtrise parfaite du dossier. Je pense que les avocats voient aussi la forte présence du chef de l'État sur la scène politique et les réalisations que ce dernier a pu faire depuis qu'il est au pouvoir, mais aussi le soutien qu'il a pu obtenir de la communauté internationale de par sa capacité à régler les problèmes qui ont fragilisé le pays. Mais je pense que, contrairement à ce que peut-être la majorité peut penser, je pense qu'il y a peut-être plusieurs cartes sur la table à utiliser. On peut voir le scénario russe se reproduire au Rwanda, où, fort de la capacité du président à gouverner et la confiance qu'il a envers le peuple,
qu'il puisse, par exemple, laisser un candidat du parti au pouvoir se présenter et prendre le deuxième poste du gouvernement. Et ensuite, après le mandat présidentiel, il pourra à nouveau se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, comme Poutine a su le faire à un moment donné. C'est un scénario qui reste sur la carte et je pense que si le respect de la Constitution doit être sauvegardé, il faudrait peut-être jouer cette carte-là. Malik, on a du mal à comprendre quand on voit justement ces polémiques de troisième mandat, quand on voit les résultats qu'il y a pu avoir au Burkina Faso, alors plus récemment au Burundi, on a du mal à comprendre la position du président Paul Kagame. Oui, mais il faut faire attention, il y a une diversité de cas aussi. Tous les pays africains ne se ressemblent pas. Et il faut noter, je dois le dire, que quand même Paul Kagame, même s'il y a des critiques à faire sur ses mandats, a fait un excellent travail à la tête de son pays, notamment un pays qui sort à peine de la guerre civile. Ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans, mais il faut noter que c'est encore récent. Je pense que Paul Kagame est un fin tacticien. Il ne va pas se prononcer sur le troisième mandat avant longtemps avant la tenue d'élection parce qu'il veut il veut tester aussi les réactions des politiques. Je pense que c'est une technique de sa part. Il a essayé, je pense, ces derniers jours de rassembler autour de lui pour avoir un peu le pouls aussi de la population. Moi, je pense qu'il va arriver à faire cette réforme constitutionnelle parce qu'il a un bon bilan. Il a, je pense, une assise électorale importante. Maintenant, Gratien notait que ça va être quand même une longue procédure pour que ce recours soit accepté, que ce recours contre la modification constitutionnelle soit accepté. Donc, je pense que Paul Kagame a bien su, je dirais, jauger le timing, je dirais. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.